Chers amis, nous voici enfin réunis à nouveau dans cette agréable salle de l'Hôtel de Ville de Chantilly, après 2 années d'activité réduite à cause des restrictions sanitaires. Donc nous sommes particulièrement heureux de le faire ce soir, car nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Vladimir Fedorovski, dont nous avons dû repousser la venue à plusieurs reprises. Je ne sais plus quand on avait commencé, en 2019, je crois. Dieu. Voilà, et il était enlevé par Marseille juste avant le Covid, et nous, on n'a pas pu faire ça. Donc ce soir, ce sera encore meilleur. Donc, cher Vladimir Fedorovski, merci d'être parmi nous ce soir, à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Amour et Inspiration, dont d'ailleurs il ne reste plus beaucoup d'exemplaires. Un exemple. Vous êtes souvent consulté, Vladimir, par la presse française. Il y en a 2. Oui, il n'y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Vous êtes souvent consulté par la presse française pour vos connaissances de la politique et de l'histoire russe. C'était le cas tout à l'heure lors de votre interview pour la revue Politique Magazine, interview que nos amis pourront retrouver dans le prochain numéro de cet excellent magazine. Et vous, en effet, vous avez vécu les grands bouleversements de la fin du XXe siècle. Élève au très célèbre Institut d'État des Relations internationales de Moscou, le MGIMO, comme ça qu'on dit peut-être MGIMO. Vous commencez une carrière politique dans l'URSS de Brejnev. Attaché à l'ambassade de l'Union soviétique en Afrique en 1972, vous êtes ensuite attaché culturel à Paris en 1977. Vous fréquentez alors Dali, Chagall, Aragon et leurs égéries avant de revenir au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Mais vous suivez avec intérêt un certain Gorbatchev et le déclenchement de la perestroïka. En 1985, vous êtes nommé conseiller diplomatique pendant la période de la glasnost. Vous assurez la promotion de la perestroïka en France jusqu'en 1990. Votre objectif est de faire naître une nouvelle Russie ouverte aux échanges et à la technologie en étant arrimée à l'Europe. Mais Gorbatchev fait marche arrière suite à la tentative de putsch. Vous décidez de quitter la carrière diplomatique. Vous participez à la création du mouvement des réformes démocratiques. Après la résistance au putsch à Moscou, après avoir gagné tout ça, et après seulement quand ils ont commencé à voler, pas voler, mais voler, j'ai quitté la carrière diplomatique. D'accord. Et vous vous opposez à ce moment-là à la ligne dure du Parti communiste. Bien sûr, mais c'est dans le sens que vous dites, cher Bernard. Alors, vous vous lancez alors dans l'écriture et vous devenez l'écrivain d'origine russe le plus édité en France. Donc, j'avais noté que vous aviez écrit 45 livres, mais là, vous m'avez dit que c'était complètement faux. C'est 55 ? Oui, autour de ça, oui. Depuis les années 80. J'ai perdu les quelques, j'en ai tellement publié. Presque. Mais tout le monde a lu mon roman de Saint-Pétersbourg, et dans le style, millions d'exemplaires, et dans le style de ça, si vous avez des cadeaux de Noël, il y en a 2 livres. Un qui vient de sortir, et l'autre c'est le cadeau de Noël. Alors, vos ouvrages historiques s'adressent à un large public. Sans les citer tous, rappelons qu'en 1991, vous aviez publié l'histoire secrète d'un coup d'État, puis une série romanesque sur l'histoire russe en 3 volumes. De 2003 à 2004, vous avez écrit le roman du Kremlin en vous appuyant sur les archives inédites du Kremlin. En 2015, vous faites paraître votre roman de la perestroïka sur cette grande rupture de l'histoire, puis Poutine, l'itinéraire secret. Vous réalisez alors une grande série de chroniques à France Info. D'ailleurs, je crois que vous êtes intervenu sur plusieurs radios à des moments différents. Bien sûr, j'interviens régulièrement dans les radios courtoisies. Vous étiez à France Info il n'y a pas très longtemps, là,
je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis assez régulier. Vous savez, je vais vous dire, pour vendre les livres aujourd'hui, c'est pas la télévision, c'est la radio et les conférences. Alors, écrits en français, vos ouvrages sont devenus des succès internationaux et sont traduits dans 28 pays. Ajoutons que vous êtes officier des arts et des lettres, que vous obtenez la nationalité française en 1995, vous êtes un grand contributeur à la francophonie et vous avez été distingué dans de nombreux prix littéraires. Vous publiez fin octobre de cette année un nouveau livre, donc Amour et inspiration, dont on parlait là à l'instant, Muse, collectionneur et artiste, où à partir des souvenirs de vos rencontres avec des personnalités extraordinaires, on a parlé tout à l'heure de Chagall, de Dali, de Picasso, etc. Vous évoquez le rôle exceptionnel de ces inspirateurs et de ces inspiratrices dans le tissage des relations entre la France et la Russie, un thème qui vous tient à cœur. Et vous avez l'amabilité de nous le dédicacer, donc après, mais surtout avant la conférence. Notons que ce livre sort au moment où se tient l'exposition organisée par la Fondation Vuitton sur la collection des frères Morozov. Donc en fait, la coïncidence entre les deux événements n'est pas fortuite, je crois. Cher Bernard, chers amis, je viens de vous faire plaisir avec mon accent. Je suis très sensible que vous m'avez invité parce que, vous savez, à la fois, la sortie de ce livre, en réalité, c'est assez important pour moi parce que je considère qu'aujourd'hui, on vit un moment très dangereux dans l'histoire, peut-être un des plus dangereux de l'histoire de l'humanité, parce que les gens pertinents, le grand public ne le ressent pas, mais les gens pertinents, je viens de lire une interview de Jean de Gainsbourg sur ça, ou bien Védrine, il parle du danger de la guerre, de confrontation. Et en réalité, quand j'ai publié ce livre qui est vraiment un cadeau de Noël, comme il reste un, je peux vous faire la pub simplement pour l'avenir, c'est un livre qui fait rêver, c'est un livre plaisant pour soigner un peu le sinistrose, parce que les gens tirent la France, que j'aime, plutôt en bas. Ils disent « Oh, la France n'a pas de perspective, etc. » Moi, je suis contre ça. Et je pense qu'il faut apporter quelque chose de lumineux. Et à part ce livre, c'est un livre lumineux qui fait rêver, parce que les muses, les artistes, cette exposition était vraiment extraordinaire. Aussi, c'est vrai que l'exposition est assez importante. C'est une des expositions du siècle à la Fondation Vuitton. C'est, vous savez, meilleur Matisse, meilleur Picasso, meilleur Cézanne, j'en passe, c'est les meilleurs Van Gogh, etc. Vraiment les meilleures choses, réunies par ces deux collectionneurs qui ont poussé au pinacle une affinité civilisationnelle entre la France et la Russie. À côté de ça, il y a vraiment les artistes russes aussi, exception 200 œuvres, que vous sortez, vous êtes éblouis. Aussi, ça apporte la lumière. L'autre jour, je racontais, je demandais aux organisateurs, est-ce que c'est une... qu'est-ce qu'ils pensent de cette exposition? Ils m'ont répondu qu'il y a deux événements en France. Il y a les élections présidentielles et cette exposition. Et je demandais dans quel ordre ils placent ça. Et c'est vrai, vous savez, c'est vrai, parce que, vous comprenez, je raconte ça dans le livre, il y a quelqu'un qui voit la collection Morozov, il y a les événements révolutionnaires en russe. Asseyez-vous, Bernard, asseyez-vous. Parce que quand vous êtes debout, j'ai l'impression qu'on me suit. Parler. Et vous comprenez, et c'est un grand artiste, il a dit, mais révolution, quelle importance. Ce qu'on a vu, c'est éblouissant. Et vous sortez de cette exposition, vous savez, déjà l'exposition, peut-être vous avez vu Choukine, non? L'exposition Choukine, vous avez vu. Vous comprenez, ça va encore plus loin parce qu'il y a en plus
les meilleurs Matisse. Encore une fois, vous pensez que vous avez vu le meilleur Matisse, c'est encore plus loin, c'est encore chaque fois plus loin. Et avant-garde russe, que vous ne connaissez pas nécessairement, vous connaissez Malevich, peut-être Kandinsky, Chagall, bien entendu. Mais, en fait, l'histoire de ça, et puis je vais virer vers le Kremlin, juste je vais vous terminer, souvenir. Vous savez, il y a ces deux collectionneurs, c'est les meilleurs collectionneurs qui existaient en Europe là-dedans. Ils ont apporté la France en Russie, et il y avait un personnage extraordinaire que je raconte, le fondateur des ballets russes, qui a apporté la Russie à la France, Diaghilev, les ballets russes. Et Diaghilev, ce n'est pas du tout le phénomène russe, c'est un phénomène franco-russe, c'est un phénomène européen. Quand j'écrivais ce livre, j'étais à New York, et je lisais, les Américains, ils aiment les calculs, il y a sur 100 tomes meilleurs du XXe siècle, ils ont publié la liste. Je regardais 26 ont été dans les ballets russes. Et encore, mais encore, par exemple, Chanel, Cocteau ne sont pas dans la liste. Bref, pour vous dire, c'est l'événement qui est assez important, qui nous fait rêver. J'ai déjà conseillé à Bernard de visiter cette exposition, aller à mon spectacle le 12 janvier à la salle Gaveau, parce que je vais raconter mes histoires, mais plus les grands artistes virtuoses, meilleurs spécialistes du monde de Bela-Leka, et avant, boire la vodka au restaurant que je vous indique. On termine avec les choses qui font rêver, mais notre histoire, c'est mystère de la Russie, mystère du Kremlin, un tout petit peu. Vous savez, vous avez compris, j'en ai connu, mais je dois vous structurer ça autour de 3 ou 4 personnages dans la réalité. Plutôt 4 personnages, si on me permettait, tout à l'heure, quand on faisait l'interview pour cet excellent magazine, je vous félicite Henri, je tiens à vous dire que, vous comprenez, on a quand même choisi, parce que le numéro spécial, ils vont consacrer ça à la date. Il y a 30 ans, il y a la fin de l'URSS, la fin du communisme en Russie. C'est un événement extrêmement important et ça me hante parce que j'étais porte-parole des antiputschistes, comme vous vous souvenez, etc. Et quand je regarde d'où on est parti, d'où on est arrivé, je suis plus qu'inquiet. Je suis presque plus qu'inquiet que les gens que je vous ai cités à propos de la guerre. Parce que vous avez compris que je suis pour la France éternelle quand je parle à la radio, pour la Russie bien éternelle et pour l'affinité, pour le dialogue entre les deux pays. Et il y a 30 ans, il y a 90% des Russes qui ont été pro-français et pro-européens. Aujourd'hui, il y a seulement 10% des gens qui se prononcent comme ça, et la proportion est renversée, et les gens pensent, vous savez, tous ces gens-là de politiquement corrects qui nous répètent la même chose à la télévision, ils diabolisent la Russie en pensant que les Russes sont partout, etc. Je suis très content quand on raconte ça, Bernard. Très content parce que ça fait vendre mes livres. Ça fait vendre notre magazine. Mais le problème là-dedans, ça ne correspond à rien. Et le problème, ce qu'aujourd'hui, mon grand problème, d'où l'importance diplomatique de cette exposition, j'espère, de ce livre, de mes livres, c'est renouer le dialogue, c'est plus qu'important. Parce qu'aujourd'hui, les Russes ne désirent plus la France, ne désirent plus la Russie, l'Europe. Ils pensent que la France est en train de s'islamiser, qu'il a trahi ses valeurs chrétiennes, etc. Et moi, je pense que c'est un sentiment assez dangereux. C'est dangereux d'être russophobe en France, mais c'est dangereux aussi de refuter cette affinité de la part des Russes. Parce que l'intérêt bien compris de la France et de la Russie, c'est de mener un dialogue. Vous comprenez, la France aujourd'hui est écrasée par le poids économique allemand. Il y a une tendance à une sorte de vassalisation de l'Europe par les Américains. Et les Russes, ils ont été poussés
par la force des événements que je vais vous raconter, dans les bras de la Chine. Aujourd'hui, il s'agit d'une alliance militaire et économique entre la Chine et la Russie anti-occidentale. Dans la réalité, et qu'on me prouve qu'en dehors de la publicité pour mes livres, faire pousser la Russie dans les bras de la Chine, c'est l'intérêt de l'Occident, qu'on m'explique. Je dis souvent que nous avons les mêmes ennemis, c'est l'islamisme, qu'on peut faire des choses ensemble dans beaucoup de domaines, dans le domaine non seulement du gaz, mais vous savez, quand vous répétez les crises, vous voyez qu'il y a la nécessité de dialogue absolument évidente. Et quand je vous ai dit que je vais vous raconter 4 personnages, c'est pour comprendre l'état d'âme de la Russie et les enjeux qui nous guettent. Je vous propose l'homme le plus populaire aujourd'hui de la civilisation russe, toutes les époques confondues. Vous avez compris qu'il s'agit d'un homme moustache, c'est Staline. Deuxième personnage que je vais vous raconter, c'est Gorbatchev. Comme me disait la dernière conversation avec Mitterrand, il est en train de mourir. Je lui rends visite. Il me dit, vous savez, monsieur, vous savez, Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Deuxième Gorbatchev. Troisième personnage, il y a 2 personnages les plus haïs de l'histoire de la Russie. L'un, je vous ai à tort, Gorbatchev, il est considéré comme un crétin et un traître. Et Eltsine, il est considéré comme crétin et ivrogne. Mais ivrogne en Russie a une connotation plus positive, et alors il a même il n'a pas de côte, il a la côte déjà en grand, mais quand même l'ivrogne, ok. Et puis Poutine. 4 personnages que je vous raconte. On me demande, vous comprenez, il y a une chose que je veux vous dire. Staline réunit un dîner, c'était 28 février 53. Il réunit un dîner et pendant ce dîner, il dit une chose assez étonnante, prémonitoire. Il dit, il y aura beaucoup de poubelles qui seront jetées sur mon tombeau, mais le vent de l'histoire, il va les disperser. Moi, j'étais anti-stalinien convaincu, et quand on a beaucoup descendu Staline, parfois en faisant l'accent peut-être pas où il fallait, j'ai jamais pensé que c'est possible. Je pensais que c'est de la rigolade. Aujourd'hui, je vous dis, le personnage le plus populaire, toutes tendances confondues. La première réponse, c'est tout à fait simple. Pourquoi? C'est simple, pourquoi? Parce que, vous comprenez, c'est lié au fait avec la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, comme les Russes disent la guerre patriotique, c'est un fondement de la civilisation russe du XXe siècle. Ça fait une sorte d'élément fédérateur de la civilisation russe. 27 millions qui ont été péri dans la guerre. Dans ma famille, il y a 12 personnes qui ont péri dans la guerre. Vous savez, quand ces pauvres, comment j'ai failli dire, utiliser le mot ma femme m'interdit de dire, mais quand, disons, le politiquement correct, il parle de fascisme, pour moi, ça me blesse. Parce qu'il y a plein de gens qui sont antifascistes après l'heure, mais simplement dans ma famille, il y a 12 personnes qui sont péries dans le front, alors je peux parler ça avec beaucoup d'aisance. Et pour les Russes, Staline est devenu, à force des choses, une sorte de symbole de cette guerre, du fait qu'ils ont gagné péri en 27 millions.
beaucoup de gens de ce pays qui sont morts. On parle souvent de Stalingrad, mais je pense que la vraie image et la vraie bataille, c'était Moscou. Vous imaginez, 1941, Hitler était à 6 km du Kremlin, maintenant il y a les preuves. Il annonçait qu'il va entrer sur la place rouge, sur le cheval blanc. À ce moment-là, tout le monde quitte Moscou. Moscou est dans le désarroi. Les gens pensent qu'on a perdu la guerre. J'ai vu l'ambassadeur britannique là-bas me raconter l'histoire. Churchill l'a demandé avec son excès de est-ce que la Russie est foutue? Et l'ambassadeur a décidé d'écrire que la Russie ne peut pas résister. 6 km du Kremlin. Staline ne dort pas à ce moment-là. Il reçoit d'un coup 2 rapports de ses espions. Il y a un espion extraordinaire, il faut qu'un jour je fasse un livre sur lui, il s'appelait Sorge. C'est le plus grand espion du XXe siècle, un Allemand qui était basé au Japon, qui partageait vraiment les grands espions. Il a eu ces informations auprès des conseillers, sinon un Allemand d'origine, pour les Allemands d'ici présents, un grand Allemand, qui était élu en 1940, le plus grand. Il est extraordinaire journaliste pour les Allemands. J'étais un des fondateurs de l'école de sociologie de Francfort. Extraordinaire personnage. Bref, qui a reçu toutes les informations de sources allemandes, bien entendu, mais surtout, il y a une femme qui partageait son lit avec le premier ministre japonais, qui lui a donné les informations, plus son conseiller. Mais bref, ce soir, je lui envoie les 2 informations capitales. L'une, que le Japon ne va pas attaquer l'Union soviétique, et Sorge l'a manœuvré, un grand manipulateur, il l'a poussé les Japonais à attaquer les Américains, Pearl Harbor. Et Staline, il a eu la possibilité de dégarnir le front de l'Est, où il y avait basé les divisions, et quand Hitler était à la porte de Moscou, faire venir les gens de la Sibérie, et ça a sauvé Moscou. Le sauveur de Moscou, mais vous savez, j'ai reconstitué, notamment pour ce livre, ces jours et les nuits de Staline, c'est vraiment extraordinaire. Hitler est à 6 km du Kremlin, il lit Ivan le Terrible, le grand tsar russe, il souligne quel professeur, il a raison, Ivan le Terrible. Deuxième chose, il lit un autre rapport de Sorge sur les conversations d'Hitler avec Rosenberg, et il souligne, il ne veut pas du tout, Hitler, occuper la Russie comme la France. Il veut le génocide du peuple russe. Il veut raser. Tolstoï, Saint-Pétersbourg devait être rasé, que vous avez si bien visité, Charles Bernard. Il souligne ça. Il montre ça. Et il distribue dans la foulée les terres à ses généraux. Et parmi les terres qu'il distribue, il y avait un petit village au centre de la Russie. Mais là où il est né, le grand maréchal Zhukov, le vainqueur de Berlin plus tard, il convoque Zhukov et il dit: Lisa, il a distribué ton village où il restait ta mère. Zhukov jette ça. Il a dit: est-ce qu'on peut résister? Oui, on peut résister, mais vous me donnez les chars et il me faut des hommes. Il a dit: j'ai les hommes grâce à Sorge, mais j'ai plus de chars. Et puis, vous allez me dire,
c'est toujours comme dans mon cas, pour la venue ici, ça nous dépasse. Les Russes, ils disent Dieu russe. Napoléon, il sait quelque chose parce qu'au mois d'octobre, historiquement parlant, ça peut être très agréable. Quand Napoléon est entré à Moscou, il faisait 23 degrés. Quand il est parti, il faisait 30 de froid. Le général Froid entre en jeu. Mais puis, il y a, pour que vous compreniez pourquoi les Russes élisent Staline, il y avait ce moment extraordinaire. Les gens veulent faire la Syrie, une sorte de séquence, vous savez, dans le style de Chrome, sur les Kremlins, ou les rois maudits, ou quelque chose comme ça, qu'autrefois, sur les choses. Mais ça, c'est les scènes inoubliables, quand il est dans deux manteaux rapiécés de Staline. Il parle avec sa gouvernante, est-ce que je quitte Moscou? Tout le gouvernement a quitté déjà, les gens sont à 6 km, Hitler est à 6 km. Et à ce moment-là, Staline demande à sa maîtresse, qui était sa gouvernante aussi, est-ce que je quitte? Il lui répond, Joseph Vissarionovitch, avec le patronyme, Joseph Vissarionovitch. Si vous quittez Moscou, c'est la fin de la Russie. Alors, il prend son manteau rapiécé et il va à la gare. Les gens se précipitent. Ils veulent partir. Il marche le long des quais, les gens le regardent. Staline est en train de partir, et puis le commandant de Moscou, il a dit voilà, le train et puis les avions, sinon il roule déjà, les moteurs roulent. Staline tranquillement dit, est-ce que vous avez des pelles? Oui, camarade Staline, nous avons des pelles. Creusez vos tombeaux, Staline ne partira jamais. Et si vous allez partir, ce sera vos tombeaux. Et puis il dit, est-ce qu'on peut faire un défilé? Pour moi, ça m'a arrangé parce que tout était filmé comme vous filmez, mon cher Henri. L'autre dit, c'est pas possible, les Allemands pilonnent Moscou. On fera un défilé, seulement on va commencer 2 heures plus tôt. 2 heures plus tôt. Il y a un seul ambassadeur qui était présent là-bas, c'est l'ambassadeur britannique qui a déjà son télégramme pour Churchill. La Russie est terminée. Il m'a raconté ça, je l'ai rencontré. Donc, encore une fois, c'est la reconstitution, si vous connaissez, de l'opéra de Boris Godunov. Il y a les coupoles du Kremlin et puis une tempête de neige. Tempête de neige. Qu'est-ce qu'il dit, Staline? Dieu est avec nous. C'est pour ça que les Russes reviennent. Dieu est avec nous. Et puis, il fait entrer la veille, il est allé voir les gens qui restent à Moscou. Il a choisi lui-même les géants dans ces manteaux de la Sibérie que je recommande à vous toutes. Manteau blanc de mouton de Sibérie. Il a choisi les géants, les gens de 2 mètres. Et tout le monde pensait que le défilé va commencer avec ces gens-là. Pas du tout. Et tout est filmé. Tout d'abord, les vétérans entrent sur la place rouge, tempête de neige. Ils marchent à peine. C'est le dernier défenseur de Moscou. L'ambassadeur britannique, il a dit oui, la Russie est perdue. 1 minute, 2 minutes, 7 minutes plus tard, un rouleau compresseur libéré par Sorge entre sur la place rouge. Tout le monde attend que Staline prononce le discours. Tout le monde attend qu'il parle comme certains gens de politiquement correct parlent aujourd'hui à Paris, camarades. Il dit frères et sœurs, au nom de nos saints,
nous allons combattre le mal. Les plus antisoviétiques, moi j'ai écrit un livre sur Pasternak, vous savez, ils pleuraient quand ils entendent « Au nom de nos saints, nous allons combattre le mal ». Vous comprenez, c'est pour ça qu'il reste un symbole pour la Russie de la guerre. Après, il y avait Stalingrad, il y avait beaucoup de choses. Il y avait évidemment la bataille de Berlin. Il y a d'autres choses aussi. Vous comprenez, Staline, quand je vous ai raconté, après ce dîner, il était vraisemblablement, même certainement, empoisonné. Et quand il meurt en 53, en mars 53, les gens ouvrent son coffre, 50 roubles, et 2 manteaux repiécés. Aujourd'hui, en Russie, c'est un système éminemment oligarchique où il y avait vraiment les clivages que vous n'avez pas même ici. C'est 50 personnes qui détiennent 40-45% des richesses russes. Et les gens réfutent ça. Les gens ne comprennent pas ça, etc. Staline, 2 manteaux repiécés, plus la bataille de Berlin, et plus il a tenu objectivement la tête à l'Occident aussi. Il était assez lucide. Ça, c'est la première raison, le premier personnage. Deuxième personnage, je vous ai dit, dans notre histoire, Bernard, vous m'arrêtez, parce que je peux parler, raconter longtemps. Deuxième personnage. Deuxième personnage, c'est tout. Non, non, on va dire c'est tout. Gorbatchev. Gorbatchev, vous comprenez, moi je suis d'accord avec Mitterrand dans la réalité qu'il appartient à l'avenir et pas au passé. Les Russes le considèrent comme traître et crétin, à mon sens à tort, parce que, vous comprenez, il était prémonitoire sur une chose qui est nécessaire. Il était prémonitoire sur l'affinité civilisationnelle entre l'Europe et la Russie. Il est dans l'affiliation de Pierre le Grand. Sur ce plan-là, j'ai participé largement à cela. On a créé un système à l'époque qui nous éloignait de la guerre. Aujourd'hui, on est éminemment proche de la guerre. Simplement, ces pauvres types qui nous racontent les mêmes histoires à la télévision ne le ressentent pas, mais c'est la vérité. Et les gens sérieux, ils le sentent. Les choses, tout le système des fusibles est détruit. Quand là, pour en bref, la technique militaire a fait une évolution vertigineuse, au moment de la crise de Cuba, vous vous souvenez, au début des années 60, les gens prenaient les décisions assez rapides. Et on a dû, même à l'époque, de communiquer à travers la radio pour prévenir la guerre. Mais à l'époque, il y avait parfois des dizaines de minutes, parfois des heures pour prendre la décision. Aujourd'hui, c'est les machines, c'est comme dans vos actions, les machines qui prennent les décisions. On n'a pas le temps. Si on n'a pas, et on est allé trop loin vers la confrontation, tandis qu'avec Gorbatchev, on s'est éloigné de cela. Pour vous dire, la perestroïka, c'était un événement vraiment majeur du XXe. Ça restera, je raconte pour la première fois cette histoire secrète du XXe siècle dans mon livre qui s'appelle Le roman de Gorbatchev. Mais au-delà de ça, je tiens à vous dire, il y avait un concept. C'est vrai que dans la perestroïka, il y avait 2 tendances. Il y avait une tendance un peu à la chinoise, une tendance qui prenait les réformes économiques essentiellement en sauvegardant le système totalitaire, le système de verrouillage total. Les Chinois qui méprisent aujourd'hui les Russes à cause de Gorbatchev, ils pensent que leur système est fiable parce qu'ils verrouillent tout. Ils font l'ouverture économique. C'était le projet de parrain politique de Gorbatchev qui était un certain Andropov qui dirigeait le KGB, qui est un personnage très fort, assez intéressant à regarder, mais en même temps, son concept de verrouillage de ça et l'absence de l'ouverture, c'est un concept contestable. Il y avait la tendance des réformateurs, ils ont raté la coche, parce que Perestroïka, ce n'est pas une grande réussite,
la preuve qu'on est près de la guerre, on n'est pas sorti de cela, mais c'était un concept de faire les réformes parallèles, à la fois politiques et économiques. Ils ont pris du retard et peut-être ils ont fait des erreurs dans le système économique, je vais vous raconter comment. Mais surtout, est-ce qu'il fallait passer par cette liberté de parole? Moi, je reste persuadé qu'il fallait. Vous savez, je vais vous dire, moi, j'étais vraiment ami de quelqu'un qui était le vrai concepteur de la perestroïka. Il s'appelait Yakovlev, ça ne vous dit pas grand-chose. Extraordinaire personnage, lumineux personnage, qui a changé la face du monde. Il était persuadé qu'il faut tenir le langage de vérité, qui est appelé à l'époque de Glasnost, sur l'histoire, sur nous-mêmes et sur la manière de vivre. Dans la réalité, il pensait que la révolution russe est contre-productive, que si on a évité la révolution russe autrefois, on a évité la terreur stalinienne, on aurait pu développer la Russie autrement, mais en tout cas, l'avenir de la Russie, c'est en dehors de ça. Sortir du communisme, c'était ça le message. Ou faire évoluer le pays dans le cadre du système hérité du communisme, dans le cadre du communisme, même avec l'ouverture économique. Deux concepts complètement différents. C'est l'avenir qui dira, est-ce que Mitterrand a raison que Gorbatchev appartient à l'avenir? Est-ce que c'est les Russes d'aujourd'hui qui ont raison, qui le traitent de traître et crétin? Mais ce qui est sûr, qu'il a commis des erreurs capitales. On a parlé tout à l'heure de ça, parce que la première erreur, c'est dans la gestion économique, je ne vous cache pas. Vous ne le connaissez pas du tout, c'est 86, quand Gorby Mania a pris Nobel de la paix, mais il a commis une erreur majeure de l'analyse économique et erreur majeure dans la gestion économique. Il a donné, en 86, il y avait une loi qui a été adaptée, ça s'appelait la loi de l'entreprise. Il donne la possibilité, l'indépendance financière aux grands directeurs des usines, des conglomérats, dans le cadre de systèmes nationalisés, gaz, pétrole, tout. Ils pouvaient disposer de l'argent. Bernard, il sait bien, puisqu'il a une usine en Russie. Je tiens à vous dire la vérité. Le lendemain, quand ces grands directeurs, ils ont placé leur maîtresse, leurs petits-neveux, leurs fils, leurs filles à l'étranger, dans les filiales, ils ont commencé à sortir les capitaux dans les proportions exorbitantes. Vous ne pouvez pas même imaginer. Je parle souvent, j'ai bien connu, je vais vous raconter, Eltsine, puisque j'étais avec lui pendant l'affaire de la résistance au putsch de Moscou. Mais même Eltsine, il a continué. Les premières erreurs, quand il a perdu la gouvernance économique, et puis c'était l'erreur de cette loi de l'entreprise, je ne parle pas de vraiment l'esprit utopiste de mon ami Yakovlev, qu'il proposait qu'on fasse élire les directeurs de leur entreprise. Mais ça, Bernard, vous n'allez pas me dire que c'est une possibilité, élire les directeurs de l'entreprise. C'est une folie. Moi, je leur ai dit, en fait. La folie de ça, c'est une grave erreur. Il y avait une erreur aussi de la gestion de l'image, parce que je me suis occupé, mon métier, c'était, auprès d'eux, c'est surtout l'image. Moi, j'étais communicant de la perestroïka. Et dans l'image, ils ont commis une erreur vraiment, vraiment impossible. C'était influencé par une muse de Gorbatchev qui était Raïssa, très influente, elle était plus qu'une muse, qui était la femme de Gorbatchev. Son frère était alcoolique, et alors il a détesté l'alcool. Et en parallèle de ça, avec cette loi de l'entreprise, ils ont adopté la loi sur l'interdiction de fait de l'alcool en Russie. Mais dans le pays qui avec 40, c'était une folie. Une folie. Il était assez populaire, parce que vous savez, Gorbatchev, c'est un artiste. Vous l'avez vu quand il y avait un film qui était présenté à l'Arte. Gorbatchev joue là-bas. Même s'il est âgé, je ne pensais pas qu'il a joué le personnage. C'est un grand artiste, mais vous savez, je vais vous dire, quand j'ai eu beaucoup d'occasions de le regarder, mais ce qui m'a frappé, toujours, qu'il agit toujours même pas comme un metteur en scène. Yakovlev était metteur en scène, mais Raïssa, artiste.
Il disait que cette table est noire, n'est-ce pas? Comme je viens de vous dire, la table est blanche. Vous comprenez? Mais c'est grâce à cela. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que le mérite, c'est extraordinaire de cet homme-là. Parce que vous savez, on a sorti quand même du communisme. Les Russes disent, ah, mais il y avait des Russes abandonnés à l'étranger, il y avait des conflits, etc. Mais on a sorti du régime qui a tué quand même au moins 25 millions de gens sans effusion du sang, pratiquement. Passivement, on a fait éviter au monde la guerre mondiale et on a fait éviter à la Russie la guerre civile. C'était objectivement, il y avait quand même des choses. Mais pourquoi il a fait ça? Je vais vous dire. Parce qu'ils ont agi comme les artistes. Yakovlev, pour sortir du communisme, camouflait ça dans la langue de bois parfaite. Vous ne comprenez pas. Moi, je comprenais à l'intérieur, mais les gens ne comprenaient pas. Mais il menait la barque. Je savais ça de l'intérieur. Vous comprenez? Le truc, si je vous raconte comment ça s'est passé réellement, je vais vous raconter, allez, je ne raconte pas souvent ça. Par exemple, tout ce qu'on raconte à propos, comme il y a les Allemandes ici présentes, pour honorer les Allemandes, je tiens à vous dire, Gorbatchev, il est adulé en Allemagne. Adulé. Avec raison. Il n'y a pas de Gorbatchev, il n'y a pas de réunification. Les gens vous racontent, comme vous savez qu'ils répètent, ils sont ignares et suffisants et arrogants, le politiquement correct. Ils vous racontent l'histoire, par exemple, de la chute du mur. Je pense que les improvistes, les gens sont allés avec l'épée, tout ça, ça existe. Mais simplement la décision, vous savez quand ça s'était prise? Au mois de juin 89. La chute du mur, c'est novembre 89. Ça, c'est juste pour illustrer comment ils ont agi. Je me souviens, j'étais à Moscou à l'époque, et j'étais lié avec l'aile, comme vous avez compris, réformatrice de Gorbatchev, le plus radical de Gorbatchev. Il y avait Yakovlev qui était numéro 2 à l'époque. Il y avait, peut-être vous avez entendu parler, ministre des Affaires étrangères géorgien Shevardnadze. Il y avait une discussion, il y avait un plan. Évidemment, les Russes, il y avait 500 000 hommes en Allemagne de l'Est. Les chars, etc. Et ils avaient toutes les informations, vous comprenez? Vous savez, Sorge, c'est pas un hasard. Et toutes les informations. Et le KGB, il a dit, si ça continue comme ça, c'est la fin de l'Allemagne de l'Est. Et puis c'est la perspective, dans la perspective, c'est la fin de l'URSS. Une analyse assez lucide, il faut dire. Ils disent que voilà, les Allemands de l'Est, ils exigent qu'on utilise la force. Au maximum, 1000 hommes tués. Et puis, finalement, ça continue. En plus, ils ont ajouté à ça, j'étais mêlé à ça, justement à ça, il y avait 2 télégrammes rajoutés. Il y avait le télégramme du Premier ministre de l'époque britannique, Madame Thatcher, qui exigeait de Gorbatchev qu'il arrête tout ça, parce que les Allemands, Madame Thatcher ne voulait pas du tout réunification. Et vous imaginez bien, ça j'ai transmis, Mitterrand. Télégramme, plan Gorbatchev. Ils sont 4. Comme je vous raconte le Kremlin, il y a les boiseries au Kremlin, il y a une chambre assez secrète qui provient aussi de l'écoute, parce que tout le monde, vous enregistrez, mon cher Henri, mais nous sommes enregistrés aussi de l'espace, facilement. Dès qu'on vous propose certains mots, vous proposez, vous êtes enregistré automatiquement. Les Américains n'arrivent pas à les digérer, mais ils sont capables de nous enregistrer maintenant. Surtout avec les appareils ici présents, je parle de téléphone, etc. Mais bref, là-bas, il y avait une sorte de pièce où on pouvait discuter avec les boiseries, où il y avait les préventions de l'écoute. Discussion
deux personnes, le KGB, l'armée, le ministre de la Défense et le chef du KGB, et deux de mes amis, Shevardnadze et Yakovlev, et puis Gorbatchev, il faisait toujours une sorte de vrai faux arbitre. Il faut discuter. Les discussions sont rudes. Plan, quand même, il s'agit des choses essentielles. 500 000 ans, vous savez, pour Gorbatchev, à l'époque, il suffisait appuyer surtout le télégramme de Mitterrand. Arrêtez, arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Il vaut mieux deux Allemagnes. Pourquoi? La grandeur française, quand même, est en jeu. Et discute. Gorbatchev, il faisait, je vous ai dit, un vrai faux arbitre. Il a dit, bon, il est bientôt 9 heures, et sa femme, il détestait qu'il soit en retard. Il a dit, vous verrez ça maintenant. Bon, demain, on va prendre la décision. Demain. Et à ce moment-là, Yakovlev m'a raconté sur le show. Il voit dans les yeux de cette grande artiste, qui était Gorbatchev, qu'il y a un moment d'hésitation. Parce que vous savez, il comprenait toutes les séquences. Il y avait, bien sûr, il était l'homme de la liberté, il y avait aussi le vertige de, je dirais, de cette popularité extraordinaire qu'il a grisée, soyons très clairs, parce que quand il venait à l'étranger, en Allemagne, les gens baisaient les mains, tout ça criait, Gorbimania. Bon, il part, et il sort, il prend la voiture, avec le cil, ça s'appelle, avec les vitres teintées, plantées. Il y a plusieurs voitures de garde-corps qui suivent. Et il part à sa dacha. Et là, mon ami Yakovlev, inventeur de la perestroïka, il prend le téléphone de couleur ivoire. Et il rappelle Reisa, la femme de Gorbatchev à la dacha. Ils ont été des amis. Ils s'occupaient, Reisa, elle était très portée sur la culture, l'autre était idéologue de la perestroïka. Il dit, voilà, on discute l'Allemagne, il parle de sa fondation, mais on discute l'Allemagne, de culture, et puis le théâtre, mais on discute l'Allemagne. Finalement, il dit, mais qu'est-ce qu'on discute? Il a dit, Reis Maxime, vous savez, il y a ce plan-là, mais si on accepte ce plan, nous serons évidemment chassés du pouvoir, nous devenons les otages du KGB et de l'armée. Après, c'est la fin du projet de réforme, de la perestroïka. Nous serons évincés du pouvoir et je ne suis pas certain qu'on va garder les vies. Il m'a raconté le jour même, il y avait un long silence au bout du fil. Et puis les mots fatidiques. On verra. Gorbatchev rentre. Il enlève ses chaussures. Puisqu'il devait mettre les chaussons. Les Russes, vous le savez, il y a les Russes ici présents. Il prend son borsch, que je vous recommande quand vous allez visiter l'exposition. Le 12 janvier. Le 12 janvier, mon spectacle à la salle Gavo-Vanta, avec le meilleur spécialiste de la balalaïka du monde. Et il prend le plat de résistance, si vous connaissez les pelmeni, c'est ce jour-là, les ravioles russes, comme disait mon ami Gonzague. Et il prend le dessert, Vatrouchka, et au dessert, Gorbatchev commence à parler, et Reisa le ramène à l'Allemagne. Et il lui dit, dans les meilleurs des cas, nous serons chassés de pouvoir et peut-être nos vies sont en danger. Et nous serons otages du KGB, de l'armée. Et là, Gorbatchev, il dit à elle, cette fois-ci à l'oreiller, demain, on verra. Il n'y avait pas de réunion demain. La décision était prise. C'est comme ça que la chute du mur a été décidée. Pour être franc, il y avait un autre élément, parce que quand ils ont décidé de ne pas appliquer le style, au fait, le concept, c'était que c'est une affaire du peuple allemand.
l'affaire entre-allemande. Il l'a dit au ministère des Affaires étrangères, c'était répercuté à l'ambassadeur, parce que, vous savez, les Allemands, après Honecker et la compagnie, ils ont demandé plusieurs fois à intervenir, mais ils ne pouvaient pas intervenir sans aval de Gorbatchev autrefois. Et chaque fois, il y avait la même réponse, que c'est une question du peuple allemand. C'est une question inter-allemande, pour être précis. Et après, il y avait un épisode que cette fois-ci, ça vient de Kohl. Il vient fin juin quand même voir Kohl. Et Gorbatchev, à la différence d'Eltsine, avec qui j'ai bu 2 bouteilles de vodka le jour de la fin du communisme, il y a 30 ans. Chacun. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Gorbatchev, il ne supportait pas l'alcool. Moi, je supporte Yeltsin avant qu'il devienne légume. Parce qu'après, le vodka est tuant, je vais vous dire pourquoi. Si vous l'utilisez, vous pouvez le tenir. Les Russes le tiennent beaucoup, mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain moment, tout s'effondre. C'est tuant. Mais bref, pour revenir à ça, Kohl, il est tout nul, l'alcool d'ailleurs. Kohl, vous savez, la force de la nature, il bouffe comme 3, et plus il boit aussi pas mal. Il invite Gorbatchev, le citoyen. Il y avait à l'époque à Bonn un dîner bien arrosé, ils sortent, il y a le Rhin. Et quand on a pris 2 bouteilles de vin blanc, on devient lyrique. Et Kohl, il dit, attends, Michael, tu vois, la réunification d'Allemagne, c'est comme la fleuve. On ne peut pas l'arrêter. C'est comme le Rhin. Et puis, quelque part, Gorbatchev sourit, il a bu son verre de vin blanc. L'autre, il a bu 3 bouteilles. Et quand il le sort, il hésite encore. Et il hésite encore. Et encore. Et après, il prononce une phrase définitive. Et en plus, nous sommes prêts à payer. Il y avait un long silence. Et l'autre, il dit, comment il va réagir? Est-ce qu'il va me gifler? Et 1 minute après, 1 minute, vous comprenez, c'est énorme. Il continue à marcher en silence. Combien? C'était là, ça. C'était terminé. C'était fin juin. Voilà, je vous raconte la vraie histoire. Et en même temps, vous savez, un grand artiste, un grand personnage une grande histoire dans mon dernier livre, d'ailleurs, il apparaît parce qu'il y avait une inspiratrice et un inspirateur. Yakovlev était son inspirateur. Cette histoire d'amour, c'est Dante et Béatrice avec Gorbatchev. Il était anéanti quand il est parti. Il faut dire les choses telles qu'elles sont aussi. Les choses, je raconte, les muses, pour vous dire, pour nous divertir avant que je parle d'Eltsine, j'aime beaucoup parler des inspiratrices. Il y a une dame qui est présente dans ce livre, c'est l'inspiratrice de Cachet de Matisse. Matisse lui a donné pour chaque anniversaire les tableaux. Il l'a laissé. Vous savez, elle aurait dû être une des femmes les plus riches de l'Europe. Elle a donné tout au musée du monde. Mais c'est une ambition sublime et suprême. Parce que vous entrez dans n'importe quel musée du monde, vous voyez cette dame soit nue, soit avec les chemisiers brodés. À Babour, vous connaissez les yeux bleus sans fond. Mais bref, les inspiratrices, c'est quelque chose d'important. Et Raïssa, elle était l'inspiratrice, bien sûr, de Gorbatchev, très important. Vous allez me dire, et Eltsine? Eltsine, vous comprenez, je l'ai bien connu. Ils disent crétin et ivrogne, pas seulement. Simplement, évidemment, c'est vrai, crétin et ivrogne. Gorbatchev, je ne suis pas d'accord. Crétin et traître, je ne suis pas d'accord. Mais Eltsine, évidemment, crétin, mais je vais vous dire intellectuellement très bas. Mais je vous pose la question que je pose souvent ces derniers temps.
est-ce que le président doit être intelligent ou pas? Et ma réponse est non. Pas du tout. On s'en fiche. Il doit remplir le contrat avec la nation. Moi, j'ai connu Reagan. Reagan n'était pas intelligent, mais quel grand président, je m'excuse. Comme bien entouré, soit choisir les priorités, etc. Eltsine, évidemment pas intelligent, mais je l'ai vu, parce que vous savez, en 91, j'étais en opposition avec mon parti, avec le parti qu'on a cofondé, qui a joué un certain rôle à l'époque, Parti de réforme démocratique, et j'ai vu toute cette année en opposition par rapport au système qu'il existait. Et Eltsine, il était un des personnages pro de l'opposition. Mais on me demande souvent comment il est arrivé si haut. Je vais vous dire, une fois, vous imaginez la salle comble des communistes, complètement givrés. Eltsine, il vient, il part la carte de parti, il le déchire, et il prononce le mot que ma femme qui vient de sortir interdit de me prononcer. Je vous en kiki. Il part. Toutes les caméras tournent. Le pays était anticommuniste, il est devenu le personnage le plus populaire du pays. Vous comprenez? Il faut sentir le pays. Sentir, vous savez, le contrat avec le pays, c'est sentir le pays. Il y avait un autre épisode où Raïssa Contrario, la femme de Gorbatchev, encore une fois, a joué un rôle extraordinaire. Vous comprenez, dans la réalité, Eltsine, il était apparatchik communiste, assez banal, etc. Mais à un moment donné, il commençait à faire l'originalité, et il a commencé à critiquer Gorbatchev. Et Raïssa surtout. Et Raïssa, comme il a dit, mais écoutez, tout le monde connaît qu'il adore l'alcool, c'est sa faiblesse, il est en train de voyager aux États-Unis. Quand le film, il a chargé, toujours les gens qui filment sont souvent posé la question, KGB. Et ils ont filmé, j'ai vu ces séquences, c'est ahurissant, complètement, je vous dis, il est vraiment défiguré. Et ils ont présenté ces séquences aux meilleures heures d'écoute à la télévision. Et Raïssa, il pensait que l'affaire est dans sa poche. Et les Russes, ils adoraient Eltsine, parce que les Russes, ils picolent comme nous, il a des à côté comme nous, tout ça, c'est... Et il y avait 30% dans les sondages en faveur d'Eltsine. Il s'est imposé, mais après j'étais avec lui dans l'affaire de Putsch. Il faut dire, c'est une histoire vraiment secrète parce qu'il y avait des arrangements sourdines. Un jour, je raconte ça dans le livre, comment ça s'est passé réellement, parce que les événements, mais il y avait des contacts entre le KGB et Eltsine. C'est un truc, vraiment, si je fais la Syrie, pour moi, ce ne sera pas facile de reconstituer ça, parce que les contacts étaient tous azimuts. Parce qu'au fait, le projet des généraux de KGB, c'est d'évancer Gorbatchev en 1991 et placer Eltsine pour sauver l'Union soviétique. Et je pense que ça aurait pu être possible, parce que Gorbatchev, il n'était pas capable, je vais vous dire, Gorbatchev, pourquoi il me séduit aussi? C'est quelqu'un qui n'était absolument pas capable de tuer, ni Allemands, ni les Russes. Il était contre humainement, philosophiquement, etc. Et il a une fois prononcé une phrase qui m'a frappé en ma présence. Il a dit, je suis un mauvais tsar, un bon tsar, c'est un tsar qui tue. C'est une réflexion. Eltsine, en 1993, vous ne savez pas. Il n'existe plus pour moi. J'étais à Moscou, il y avait les gens gueules, essentiellement les communistes, mais il y avait des passants. Près du tour de Moscou, tout le monde a vu qu'il a tiré contre son parlement, mais au-delà de ça, comme les médias occidentaux ne racontent pas les choses, en 1993, il sort les mitraillettes. Il tue 1500 personnes, les passants. Le coup d'État était évité. Et si les généraux de KGB arrivaient à leur but, arrangement avec Poutine, avec Eltsine,
c'est pas certain du tout que ça aurait se passé comme ça. C'est une histoire délicate. Mais je fais une dérive. Néanmoins, Eltsine, il m'a dit qu'il a fait rouler le KGB, il est devenu le chef de la résistance en 91, il a monté sur le char, sous les snipers, il est devenu le symbole de la résistance, et après, il a pris le pouvoir en sacrifiant le pays. C'est à peu près ça, l'histoire, il y a 30 ans. C'est-à-dire, c'est un cas unique quand il était prêt à sacrifier le pays pour prendre le pouvoir au Kremlin. Ça, c'était les choses sont passées comme ça, mais simplement, sachons qu'il était bon quand il était en opposition, mais il était nul, comme ça arrive souvent, vous comprenez, quand il était aux affaires. Il était bon quand il faisait la campagne, et nul quand il était aux affaires. Et ça, c'est une chose ça lui a coûté cher, vous savez, c'était, quand on fait quelque chose qui n'est, vous savez, chacun doit connaître ses limites. Quand vous n'êtes pas fait pour ça, vous payez cher. Eltsine, on dit qu'alcoolo, mais il était suicidaire. Il a fait des tentatives de suicide. Il y avait des cas, moi je l'ai observé, c'était un cas médical. C'est pas seulement le cœur, il était un dépressif. Vous savez, il a passé seulement 30% de temps au Kremlin. Le reste, il a délégué, c'est sa fille qui gère la Russie à sa place. Mais vous comprenez, c'est une chose qui coûte très cher au pays, évidemment, et aussi, évidemment, à lui-même. Quand il a commencé, quand il était sur le char il y a 30 ans, il a eu 80% d'avis favorables. Il a terminé avec 1% d'avis favorables. Quand les Français sont tristes à propos de sondage, je dis tout souvent qu'ils ont de la marge. Baisse. La guerre en Tchétchénie. Mais surtout, vous comprenez, je reviens à ça, est-ce qu'on pouvait, évidemment, on pouvait faire ça autrement. Parce que vous savez, il y avait une responsabilité terrible dans cela. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était l'ignorance de l'âme du pays? Je reviens chaque fois à ces années. Vous comprenez, le jour même, il y a 30 ans, quand on a bu nos 2 bouteilles de vodka, chacun, je lui ai demandé comment vous allez faire, président. Et il m'a dit, je vais les nommer milliardaires. Et ce jour-là, j'ai décidé de partir. Pourquoi je vous ai raconté? Parce que j'ai compris que ces gens-là, je faisais, quand je m'engageais à ça, je voulais faire un nouveau monde. Au lieu de ça, voler la Russie, ça ne vaut pas la peine. Mais ma femme voulait être milliardaire. Elle était dans les affaires. Et pour vous dire, vous comprenez, qu'est-ce qu'on peut faire? 120 milliards de dollars par an sortaient de la Russie avec la complicité des banques occidentales. Sous l'applaudissement des choses comme ça. Les Russes ont eu honte d'Eltsine. Honte. C'est une chose, on lui donnait cette fondation, ça s'appelle à Ekaterinbourg, Eltsine. Je vais vous dire, dans 10 ans, il n'y aura pas de fondation d'Eltsine, mais il y aura une fondation Staline à Moscou. Je vous prédis. Les choses comme ça. Parce que vous comprenez, c'est les choses que les Russes n'acceptent pas. Vous savez, dans le pays où il y avait 50% de seuil de pauvreté, quand il y avait 2% de gens qui ont été associés avec les réformes, c'est impossible. Il y avait la guerre en Tchétchénie, il y avait ces images pitoyables aussi. La télévision tue, peut-être vous avez vu quand il était là avec Clinton, quand il est à la télévision. C'est une chose pour les Russes, c'est insupportable. Vous comprenez, ça, c'est les choses comme ça. Et vers la fin, comment vous dire, il a été en 91, je vous dis avec un avis de pourcent de favorable en 96, surtout quand il est tiré contre le Parlement, quand j'ai vu avec ces mitraillettes tirées près de la tour de Stankino, c'est ahurissant. Vers la fin, il ne savait pas quoi faire, il vécut dans l'antise d'aller en prison, avec sa famille, etc. Et puis il a délégué tout au pouvoir.
Il ne savait pas quoi faire, il a changé plusieurs premiers ministres, les plus jeunes, de plus en plus mauvais d'ailleurs, ne savait pas quoi faire. Et puis, comme Gorbatchev, il se prenait les décisions aux inspiratrices, il avait une dame à côté d'Eltsine, ne pensait pas, avec l'alcool, il ne pouvait plus rien, mais il avait une fille à lui, qui a dirigé le Kremlin à l'époque, Tatiana, elle s'appelait. Et comme toutes les filles, les forces de la nature, elle a eu son petit ami qui est devenu plus tard son compagnon et puis son mari, et Eltsine a demandé conseil comment faire. Comment faire? Je suis trop long, c'est ça? Je termine. Je termine, après on me posait les questions, parce que je vais vous raconter comment Poutine il est inventé, et je termine avec ça. Quand il a demandé, excusez-moi, je vous raconte l'histoire que vous n'avez jamais entendue. Je termine. Je me calme. Comment inventer Poutine qui dure depuis 22 ans, grâce au pétrole évidemment, parce que sous Eltsine, il était pour $12, et maintenant c'est 80, à un moment donné 120, il a eu plein de fric, il a partagé le gâteau, mais il était inventé par hasard. Parce qu'au dernier moment, quand Eltsine était dans le désarroi, il a demandé à un copain de sa fille, qu'est-ce que je dois faire? Et l'autre, il a répondu sérieusement, mon président. Vous avez devant vous, pour les initiés Primakov, qui appartient au milieu du KGB. Prenez un officier du KGB comme successeur. Vous avez quelqu'un qui est nationaliste, prenez plus nationaliste. Vous êtes en mauvaise santé. L'autre, il est en bonne santé. Prenez un jeune. Ils ont appuyé sur l'ordinateur. Et le portrait de Poutine est sorti. Tout est vrai sauf l'ordinateur. Et après, Poutine, il gère le pays, je termine avec ça. Vous comprenez, il gère le pays depuis 22 ans. Vous comprenez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Son parti est en baisse. Ils ont perdu d'ailleurs les élections récemment, en réalité. Mais Poutine reste assez populaire, je vais vous dire. Il a raté beaucoup de choses. En même temps, il a sauvé la Russie de la dislocation. Parce que la menace était que la Russie se disloque sous Eltsine. Il a rétabli une sorte de l'autorité de l'État. La Russie, évidemment, il est revenu sur la scène internationale. Il est diabolisé, mais la diabolisation n'est pas mauvaise pour lui. Parce que plus vous le diabolisez, pourquoi je dis aux Occidentaux que vous arrêtez? Parce que vous jouez la carte aussi de Poutine. Parce que Poutine, il ne demande que ça. Plus il est diabolisé, plus ça marche pour lui. C'est-à-dire qu'il est anti-occidental, il perd la posture. Avec ça, c'est jouer la possibilité. Il y a des choses qui ont raté. Vous savez, il y a des grands problèmes en Russie. Il y en a deux, en réalité, un peu abrégé, parce qu'autrement, je dois vous faire encore 2 heures de conférence. Mais il y a le problème qui vous concerne, et qui nous concerne tous, c'est un problème énergétique. L'économie russe dépend de l'énergie, et l'Europe dépend de l'énergie russe. D'où la nécessité aussi de gérer ça. Et ça, cette dépendance énergétique, elle apporte beaucoup d'argent en Russie. Ça renforce le système oligarchique, parce que vous savez, Poutine il est d'une simplicité proverbiale. Moi, je l'ai observé avec mon ami, qui était son parrain aussi politique, le maire de Saint-Pétersbourg. Poutine, c'est quelqu'un qui était un garçon de la rue, forgé son destin avec les règles de la rue de Saint-Pétersbourg dans les quartiers de la Braie et avec le sport. Il utilise le judo, c'est un excellent judoka, et il utilise les méthodes de judoka pour remporter les victoires. Il utilise la force des autres comme facteur de basculement. Et la force comme ça, la force devient faiblesse. Et ça, c'est Poutine. Mais en même temps, il a 2 problèmes majeurs qu'il va affronter. Il y a le problème qui va nous affronter,
rencontrer dans les années, sinon dans 2 ans même qui viennent, contrairement à ce qu'on raconte, c'est le problème de la succession de Poutine qui n'est pas assuré. C'est un système éminemment monarchique, pour vous faire plaisir, si vous me permettez. Et comme c'est un système monarchique, la succession, ça détermine énormément de choses en Russie. Vous comprenez? Lui, il se penche vers un système à la Deng Xiaoping quand il n'a pas un poste formel de président de Conseil d'État et il supervise les choses comme autrefois Deng Xiaoping n'avait pas de poste, il a eu un poste de président du club de bridge de Pékin, il gardait le système de supervision de la Chine. Bref, le système de succession n'est pas assuré dans le cadre du système monarchique. C'est un problème majeur pour lui. Et l'indépendance du gaz et du pétrole dans les années qui viennent, vous me posez toutes les questions, autrement Bernard, il va me tuer dans la tradition de Staline. C'est tout. Pour ne pas perdre du temps, toutes les questions sont bienvenues. Alors, question. Qui veut poser la première question? Oula. Bernard, j'étais trop long, c'est ça? Non, non, c'est bon. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ça va? Bon, pardonnez, parce que vous savez, j'ai voulu vous donner les éléments que je ne donne pas toujours, comme j'ai tardé de venir, bref. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir votre témoignage et d'avoir que vous nous racontiez des choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Bien sûr, mais vous savez, j'aurais pu vous raconter comment réellement le communisme est mort à cause de ça. J'ai raté certaines choses. Si on me posait les questions, je serais ravi de vous répondre. Alors, bonsoir. On parle souvent de la chute du communisme à cause du Vatican ou grâce au Vatican, enfin, que l'Église a joué un rôle très important là-dedans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans quelle mesure? Vous savez, l'Église a joué, pour être précis, le pape Jean-Paul II a joué un rôle assez intéressant. Assez intéressant et absolument incontestable, parce que le facteur polonais, c'était un facteur essentiel dans l'évolution de la situation. J'étais diplomate à l'époque et j'étais en contact avec le Vatican à l'époque. Je tiens à vous dire que le Vatican, à l'époque, a joué un rôle vraiment modérateur, contrairement à ce qu'on pense. Parce que, vous savez, parmi les rares hommes d'État qui ont compris comment il faut agir face à Gorbatchev, c'était Jean-Paul II qui parlait russe. Parce qu'il était partisan d'agir étape par étape, cas par cas. Et il a compris qu'avec Gorbatchev, on peut faire évoluer le système. Simplement, vous comprenez, quand je vous ai parlé des erreurs de Gorbatchev, moi je suis largement responsable aussi dans cela, parce que comme j'étais en Occident, j'ai présenté les gens qui comptaient. Et parmi les gens dont on a parlé à l'époque, notamment avec Yakovlev, évidemment, il y avait Jean-Paul II, qui a compris qu'on peut faire évoluer le système dans le but de ne pas détruire la Russie, mais transformer la Russie, de faire la Russie un allié ou une partie de l'Occident. Ça, c'était pour un anticommuniste qu'il était Jean-Paul II. Pour un Polonais qui était Jean-Paul II. Faire ce genre d'exercice intellectuel, ça m'a bluffé. Quand j'ai vu que le Vatican a joué un rôle modérateur, j'ai jamais pensé à ça. Même Solidarność, certains gens de Solidarność ne l'ont pas compris, avec qui on était évidemment en contact. Tout ça, c'était évident. Alors, vous comprenez, à la fois comme symbole de la résistance, tout c'est les symboles. Vous comprenez, je vous ai parlé du char. Évidemment, c'est un symbole avec Helsinki. Quand il monte sur le char, il refuse les avances du KGB et il devient le symbole de la résistance. Avec Jean-Paul II, comme vous vous souvenez, quand il revient en Pologne et prononce ces phrases inoubliables en Pologne, il devient un symbole de la résistance aussi. C'est très important
dans les affaires. Alors, Vatican, il ne faut pas sous-estimer, évidemment, il a joué un rôle essentiel. Dans un de vos livres, vous dites qu'au moment de la glasnost, il y a eu beaucoup d'Américains à Moscou. Et je me posais une question, actuellement avec Poutine, est-ce qu'il n'y a pas aussi des ONG puissantes à Moscou qui essayent de détruire partiellement la réputation de Poutine? Vous savez, dans le cas des Américains dont je parlais, ce n'est pas les ONG qui étaient à Moscou, c'est la CIA. Oui. Il faut dire les choses comme ça, et je sais, tout le monde le sait, que Helsinki n'aurait jamais été élu il n'était d'ailleurs pas élu en 1996, comme vous le savez. Mais l'Occident a fermé les yeux, il a fait semblant qu'après après avoir fusillé les gens près de la tour, qu'après avoir tiré sur le Parlement, il n'était pas élu. Mais malgré ça, on a fait élire Helsinki. Moi, j'étais à l'époque aux affaires. Je tiens à vous dire, vous savez, je sais dans les détails comment ça s'est passé. Et les conseillers américains, ils étaient il y a une Maison Blanche, ils ont installé, ils ont géré même la campagne, avait d'ailleurs mal géré la campagne d'Helsinki. Ils ont donné les choses comme ça, ils ont donné l'argent, c'est absolument incontestable. Alors, ça c'est même, il ne faut pas raconter les choses. En ce qui concerne les choses qui se passent maintenant, vous comprenez, ce n'est pas facile, les choses qui se passent. Même pour moi, de vous raconter la vraie histoire. C'est une histoire à plusieurs facettes. Évidemment, il y a les choses qui sont les Américains qui travaillent beaucoup là-bas en Russie. En même temps, il y a le système, vous savez peut-être, vous connaissez peut-être les agents étrangers, en Russie, dès que vous recevez l'argent en Occident, de l'Occident, espion ou pas espion, vous êtes traité comme un agent étranger. C'est un système assez ambivalent. Vous comprenez, je n'ai pas de jugement définitif. La seule chose que je tiens à vous dire, que dans le contexte actuel, dans l'esprit de confrontation des deux côtés, de l'utilisation de ces affaires souterraines, on est pire que pendant la guerre froide, aujourd'hui. Le problème de la guerre froide, il y avait des grands messieurs très compétents dont j'ai connu, de deux côtés, il faut dire, les choses comme ça. Il y avait des règles établies et il n'y avait pas de mélange de genres. Il y avait une distinction entre la politique réelle, le travail souterrain dont vous parlez, et il y avait la distinction entre la propagande. Aujourd'hui, tout est mélangé. Ma formule, vous connaissez, comme visiblement vous connaissez mes livres, on ment et on croit à ses propres mensonges. Et c'est le pire des choses. Ça, c'est une chose très très dangereuse, parce que vous comprenez, il y a une compétence, et il y a ce phénomène que je constate à l'Occident et que je constate en Russie. Mon message, c'est tout à fait clair. Tout d'abord qu'il faut distinguer la propagande et la politique réelle. Et dans la politique réelle, il faut revenir à un vrai dialogue. Et cette fois-ci, j'utilise, si vous permettez, le travail très dangereux et très souterrain. J'utilise les grands agents de Poutine et de la Russie à l'étranger. Je peux vous révéler leur nom aujourd'hui pour la première fois. C'est Tolstoï, c'est Diaghilev, c'est Tchaïkovski, c'est mon exposition, Morozov. C'est comme ça qu'il faut renouer le contact. Et après, distinguer. Je vous dis distinguer. Parce que vous savez, on ne va pas arrêter le travail souterrain, le travail, etc. Mais il faut s'occuper de la politique réelle, établir les priorités. Et nous avons beaucoup de chats à fouetter ensemble. C'est non seulement le pétrole, le gaz,
mais c'est aussi la culture, etc. Mais surtout, il faut combattre le terrorisme et l'islamisme ensemble. Et vous savez, ces derniers temps, on a perdu même les contacts dans ces domaines pointus. Et ça, je suis contre. Merci pour votre question. Madame? Mademoiselle? Je vous en prie. Question suivante. À propos de Poutine, j'aimerais savoir s'il y a un jeu entre la Biélorussie et Loukachenko et Poutine. Et pourquoi l'affaiblissement de la Pologne à l'heure actuelle avec le marché, enfin la communauté, l'Union européenne, est-ce qu'il joue un peu là-dessus? Vous savez, tout le monde joue là-dessus, comme vous dites. Là-dedans, il faut distinguer les choses. Est-ce que Poutine est à l'origine de cette crise-là? Non, c'est ridicule. Est-ce que Poutine transporte ces réfugiés? Ils ont dit Aeroflot, c'est un mensonge. Vous savez, pourtant, les députés européens, rien que j'aurais pu vous dire les noms, et puis je parle de la Commission européenne, ils ont laissé entendre ça. C'est un mensonge, ça ne correspond à rien. Je suis d'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un problème géopolitique. C'est un problème géopolitique majeur. Vous savez, comme au temps de Gorbatchev, j'ai eu beaucoup de contacts avec les Polonais. Moi, j'étais en contact avec Solidarność, j'étais mandaté même pour avoir des contacts avec eux. Et j'ai beaucoup d'affinités avec les Polonais, avec mes origines aussi, parce que mon père était ukrainien, etc. Vous comprenez, il faut comprendre une chose, que militairement et politiquement, la Biélorussie ne deviendra pas l'Ukraine. Pour Poutine, pour les militaires russes, pour les Biélorusses, faire le même scénario que l'Ukraine, c'est absolument inacceptable. Alors vous comprenez, dans ce cas-là, on peut trouver, il y a deux solutions. Soit on joue la confrontation totale à partir de ça. Mais dans ce cas-là, ce sera un casus belli. Dans la réalité, on va aller dans la guerre. Je peux vous prouver maintenant qu'on est beaucoup plus proche de la guerre là-bas qu'ailleurs. Quand les Américains installent, vous comprenez, leur système antiaérien, leurs fusées dans les frontières, quand il y a 8 minutes jusqu'à Saint-Pétersbourg, tout ça c'est absolument inacceptable militairement pour les Russes. Et il y aura toujours une réponse face à ça. Alors, il faut gérer ce problème à partir de ces données-là. Si on veut être sérieux, solution, soit la confrontation, soit trouver des dialogues sur les systèmes qu'on veut ou non. Pour revenir à ce cas concret, quand il y a les réfugiés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, c'est une solution très simple, il faut bloquer l'arrivée des gens qui veulent venir là-bas de l'Irak, etc. Je ne voudrais pas parler même pourquoi ils veulent venir, pourquoi les Américains ils ont tué millions de personnes en Irak, etc. Je ne voudrais pas parler de ça, parce que vous savez, l'origine de ces conflits, on va remonter très loin, mais concrètement, il faut bloquer ça. Comment il faut faire? Est-ce qu'on peut faire en dehors de Poutine? Non. Franchement, il faut faire avec Poutine en rétablissant le dialogue. Je pense que Mme Merkel, elle est beaucoup critiquée en Allemagne, mais elle a parlé il y a 3 jours, 50 minutes avec Loukachenko. Donc il n'y avait aucun contact, il a parlé avec lui pour essayer de trouver la solution. C'est une solution humaine et pratique, humanitaire et pratique. Ça, c'est la première chose. Pour gérer concrètement cette crise-là, en fait, vous savez, il faut maintenant arriver à cette situation quand les réfugiés qui se trouvent là-bas, puisque la Pologne ne veut pas, la France les veut, s'ils veulent, qu'ils viennent à travers le même charter, parce que c'est les Turcs qui ont amené là-bas. Il fallait vraiment, c'est vraiment pour vendre mes livres quand ils ont accusé Aeroflot quand les Turcs ont fait venir ces réfugiés. Mais maintenant, il y a un problème réel qui existe, qui est un problème que personne ne peut nier, c'est une grande crise humaine, humanitaire.
Vous comprenez? C'est les enfants qui vont... Vous savez, ils n'ont pas l'habitude de... Ils sont venus là-bas, mais ils n'ont pas l'habitude de 30 degrés de froid. Comment il faut? Il faut gérer ça. Vous comprenez? Les Polonais, ils veulent tirer sur ça, mais ça c'est leur affaire de la... Mais maintenant, il faut se débrouiller. Alors, moi je pense que dans ce contexte-là, par le dialogue, il faut vraiment essayer qu'ils fassent revenir, et puis si la France les accueille, comme le président Macron semble le dire, que les Turcs voyagent par charter à Paris, et les Parisiens ne sont pas polonais, ils ne vont pas tirer dessus, et ils vont les accueillir peut-être à Chantilly. Vous comprenez? Tout ça, c'est les solutions sont là. Vous comprenez? Mais simplement, nous avons dans la crise une chose tout à fait évidente. Il faut être pratique. On me confie ça, on confie à vous, surtout Bernard qui était un grand gestionnaire, on gère, il faut gérer ce problème humanitaire. On gère ces problèmes-là. C'était pas hier, vous comprenez? Moi je suis arabisant, je connais bien l'Irak, jamais de la vie je n'aurais pas armé ni Ben Laden, ni tué 1 million de personnes dans l'Irak, et jamais de la vie je n'aurais pratiqué la diplomatie de Bernard-Henri Lévy en faisant intervenir en Libye, en disant que là-bas il y aura une démocratie en Libye. C'est des bêtises. C'est les gens qui sont analphabètes qui nous font venir les réfugiés, vous comprenez? Mais je ne voudrais pas parler Et puis, je crois bien que le président Macron et les autres, ils ont dit que le problème aussi, c'est la politique cohérente dans le domaine de l'immigration aussi. Parce que les Polonais, ils ne veulent pas ça, vous voulez les accueillir, il faut quand même... Non, mais attendez, Macron l'a dit, je m'excuse. Ça, c'est les choses. Chacun prend ses responsabilités. Vous comprenez? Ça, c'est une autre chose. Mais là, comme je suis franchement quelqu'un qui est tout à fait logique, je pense que là-dedans, il faut distinguer des choses. Gérer la chose géopolitique. Comprendre que c'est une illusion. Maintenant, vous comprenez, les Russes, si vous voulez détruire la Russie, le concept de ce sera la guerre mondiale. Si vous voulez disloquer la Russie, ce sera la guerre mondiale. Si vous voulez mettre la Russie au dos de mur, ce sera la guerre mondiale. Et Poutine le dit. Quand il l'a dit, vous savez, les gens, quand ils parlent publiquement, ils disent les choses, les gens analysent mal. Une fois, il a dit dans l'interview, la Russie, le monde sans la Russie, ça ne m'intéresse pas. Il a dit la vérité. Et quand je parle aussi avec les Américains, je leur dis, faites attention. Si vous mettez les Russes au dos du mur, ils ne sont pas comme vous. Ils vont résister. Et si c'est la fin, ils sont prêts à se sacrifier. Détrompez-vous. C'est des choses comme ça. Si vous voulez, et même si j'entre dans votre logique, vous voulez quoi? 20 Tchernobyl? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec maintenant, c'est 8e partie du monde, c'est avec les espaces et 5000 têtes nucléaires. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, arrêtons. Dans ce cas-là, construisons le monde plus sûr qu'on a construit avec Gorbatchev, qu'on a travaillé sur ça, et notamment prenons les réalités, pas les rêves, mais les réalités. Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai aucune sympathie pour les dictateurs, aucune sympathie pour Loukachenko, pour vous dire la vérité. Aucune. Moi j'étais combattant de la liberté. Mais je vous dis, en faisant l'expérience, il faut vraiment gérer ça. Comment faire ça? Comment faire évoluer ces choses-là? Et comme j'ai beaucoup de sympathie pour les Polonais, je tiens à vous dire une chose aussi, comme je parle avec eux. Vous savez, les Polonais intelligents, ils sont terriblement inquiets maintenant. Pas à cause des réfugiés, mais les gens mythiques de la solidarité. Vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, calmons-nous. Parce que la Pologne est à la première ligne. Nous sommes allés très loin. S'il y a la guerre, qui sera le premier anéanti? Les Polonais. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, vous comprenez, les Polonais intelligents, ils sont comme moi sur ma ligne. Dialogue. Et dialogue avec les agents de Poutine qui sont partout. Et c'est Tolstoï, Dostoïevski et surtout Tchaïkovski, le plus joué dans le monde.
Voilà, peut-être une question encore, et puis on termine parce que vous devez quand même dîner. Vous n'avez pas dîné encore, non? Non, bah alors. Vous avez connu un État totalitaire. Aujourd'hui, quel est votre sentiment sur la façon dont est gérée la crise sanitaire dans le monde? Certains parlent ou craignent une mise en place d'un totalitarisme mondial, dans lequel d'ailleurs Poutine a un rôle un petit peu dissident, mais pas toujours très clair. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment là-dessus et le rôle de la position de Poutine? Vous savez, je suis assez sceptique envers la gestion de la crise, mais c'est une affaire délicate, je ne vous cache pas, parce que, vous savez, on vit les situations très difficiles, et il n'y a pas de bon et mauvais choix, vous comprenez? Quand vous parlez de totalitarisme existe, évidemment. Et c'est la dictature de politiquement correct. Il y a toutes ces choses-là qui concernent les affaires médicales. Pour parler, vous savez, je suis capable de mener une critique très féroce sur les contradictions de la gestion de la crise sanitaire. Mais nous sommes dans la bataille. Et dans la bataille, moi je préfère vraiment, j'évite d'en parler, pour vous dire la vérité. Parce que vous savez, dans la bataille, c'est une affaire qui suscite beaucoup de questions qui sont dans votre question. Mais vous comprenez, maintenant, comme on est dans la bataille, il faut qu'on calme le jeu, qu'on choisisse le moins mauvais de solutions avec des répercussions encore imprévisibles dont vous parlez. En ce qui concerne Poutine, c'est encore plus grave. Vous comprenez, Poutine, il affronte l'héritage de la civilisation totalitaire, comme vous dites, communiste. Les Russes sont très sceptiques avec la vaccination, ils ne croient pas. D'une part, il n'y a pas beaucoup de vaccination, nettement moins, au moins 2 fois moins qu'en France. Et ce qui est le plus grave, que en France ça n'existe pas évidemment, mais en Russie ça triche. C'est-à-dire, vous entrez dans le bureau, vous me racontez, tout le monde est vacciné. Il y a une fille qui est réellement vaccinée. On l'a traitée d'une folle. Ils achètent les passes. Et ça, c'est un énorme problème, mais vous comprenez, c'est une chose qui existait au début. Il y a une gestion de la crise qui m'a paru bonne en Russie au début, surtout le maire de Moscou, puisqu'ils ont réagi vite. Ils ont construit plein de hôpitaux, plein de lits, que ça n'existe pas en Europe, souvent, vous comprenez, plein de choses, réponses. Ils ont utilisé chloroquine, ils ont misé ils développent beaucoup aussi les comprimés contre, c'est-à-dire les possibilités de soigner les choses, c'est-à-dire les choses alternatives. Mais en même temps, en ce qui concerne vaccination, qui est un vaccin traditionnel en Russie, comme vous le savez bien, en ce qui concerne la vaccination russe est assez efficace, il faut le dire, mais énorme problème que les Russes n'y croient pas. Ils ne croient pas au gouvernement. C'est aussi un problème de Poutine énorme, indication politique. Vous comprenez? Tout ça, c'est vrai. Mais vous ressentez quelque chose que je ressens profondément, qu'il y a un danger de l'évolution vers le monde totalitaire, avec le désir de mentir, croire ses propres mensonges, avec la dictature de politiquement correct qu'ont subi tout le monde. Et tout ça, ça concerne évidemment les affaires médicaux, et ça, c'est évident. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Si quelqu'un désire de connaître l'homme le plus populaire de la Russie, ou bien l'histoire en fait secrète du XXe siècle, ce que je racontais dans le roman de Gorbatchev, vous êtes bienvenus, ou le cadeau de Noël. Voilà. Et alors, si vous avez des questions complémentaires à poser à Vladimir Fedorovski, vous pouvez aussi lui en parler, aller le voir au bureau.
Par ailleurs, donc, dans le fond de la pièce, j'ai laissé le programme pour l'année prochaine, pour 2022, du Valois monarchique. Si vous êtes intéressé, vous avez la possibilité de vous inscrire. J'ai laissé aussi quelques feuilles à la sortie. Cher Bernard, et félicitations pour votre action. Vive la France éternelle. Et une dernière chose, donc Vladimir vous a parlé du 12 janvier et donc de la soirée russe qu'il organise à l'occasion de Noël. Oui. C'est Salgavo, 20h. Il suffit de cliquer, mais sinon Bernard, il a le lien. Je peux vous envoyer le lien, donc ceux qui sont intéressés, ils me laissent leurs coordonnées et je renverrai le lien s'ils le désirent. Avec Voilà. plaisir. Merci beaucoup Bernard.